Bonjour tout le monde, ici Danielle Léger de la Baie de Carotte. J'espère que ça va bien avec vos semis en ce milieu du mois de février, donc ceux qu'on doit partir les plus tôt. Fin février, début mars, il y a certains piments peut-être que vous pouvez commencer à partir. Il y a les fleurs aussi qui ont besoin de stratification. Donc ça, je vais en reparler dans un Facebook Live, que vous pouvez commencer à penser aussi qu'il faut mettre au frigo puis les partir dans la terre dans un milieu humide. Et acheter les semences, bien entendu, où est-ce qu'on peut encore en trouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce qui est la permaculture. Je vous parle un petit peu de mon retour aux sources de réutilisation de matériel continuellement, mais tout ça cadre dans une méga tendance qui est celle de la permaculture. On vit dans un monde qui est très dépendant de l'industrie puis de la mondialisation. Un monde de consommation rapide, de produits jetables qui proviennent des quatre coins de la planète. Un monde dépendant de quelques grandes puissances, puis malheureusement, qui se meurent peu à peu. Donc, la permaculture, c'est pas une méthode de jardinage comme plusieurs peuvent penser. C'est pas non plus la tendance de l'art. C'est une approche qui vise plus la résolution de problèmes, puis la prise de décision durable. C'est une façon d'analyser le monde et ses ressources afin de choisir les outils les plus appropriés et prometteurs en fonction de la situation dans laquelle on vit actuellement. On va voir aujourd'hui, au niveau de la vidéo de la baie de carotte, les principes de base de la permaculture et pourquoi je vous dirais que cette façon de faire est celle à adopter dans le contexte actuel dans lequel on vit. Et vous allez peut-être découvrir aussi que vous connaissez et appliquez déjà certains principes de ce grand mouvement planétaire dans votre vie de tous les jours. Dans le fond, le mot permaculture vient de la contraction d'agriculture, le culture, et permanente pour le perma. La permaculture encourage l'utilisation de ressources locales, une planification des cultures diversifiées et à plus petite échelle, l'enrichissement du sol de façon naturelle et toujours dans une vision durable. On s'éloigne de la sphère commerciale et industrielle à grande échelle en dirigeant les activités vers des fermes humaines à petite échelle qui encouragent la création de liens entre les membres d'une communauté. Ce mouvement-là a débuté dans les années 1970. C'est le biologiste et écologiste Bill Mollison, qui est un Australien, qui a compris le danger, lui, imminent de la révolution industrielle, puis de son impact sur l'agriculture. Donc, cette personne-là, au lieu de se battre contre les grands de ce monde, donc contre le capitalisme et l'industrialisation, il a décidé de regarder la nature pour comprendre que c'est un système, dans le fond, évolutif, intégré, avec des plantes vivaces qui se perpétuent d'elles-mêmes, puis des espèces animales aussi, puis des insectes qui sont là, qui sont utiles, sans avoir recours à l'intervention de l'homme. Et qu'on peut introduire ce principe-là aussi au niveau de l'agriculture. Est-ce qu'on a besoin d'intervenir dans une forêt pour que les arbres poussent, pour que les animaux se reproduisent et pour que le sol se régénère? Donc, on va garder ces éléments-là en tête. Pour le japonais Masanobu Fukuoka, l'homme se doit de respecter le sol au maximum. OK? On doit le déranger seulement de façon minimale. Quand on plante nos semences, qu'est-ce qu'on fait? On les dépose sur le sol et on recouvre le tout d'une mince couche de compost ou encore de paillis. C'est tout. On ne bouge rien. Au niveau des mauvaises herbes, on va les couper. Donc, on n'arrachera pas parce qu'on risque de défaire tout ce qui est dans le sol au niveau des micro-organismes, au niveau de l'aération. Donc, on laisse la mauvaise herbe, on coupe les fouets avant floraison et production des semences et on les couche au sol. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer de l'engrais vert pour notre sol. On nourrit comme ça. Donc, toute la végétation au jardin, qu'elle soit désirée ou non,
va venir aérer le sol au niveau de ses racines. C'est l'hôte aussi de micro-organismes favorables, donc d'insectes et de différents éléments qu'on a besoin pour que nos plantes grossissent, dans le fond, là, grandissent. Puis on vient d'enrichir le sol aussi avec notre fameux compost vert, donc en mettant nos détritus de jardin, du gazon coupé, etc. Donc ça vient favoriser les meilleures cultures. On va avoir aussi moins de maladies et de parasites grâce à la permaculture. Et tout ça sans engrais chimiques, ni pesticides, ni interventions de l'homme. Aujourd'hui, on considère sous ce principe que les gens, leur habitat ainsi que la façon dont ils s'organisent sont au centre de cette agriculture permanente. Donc, la vision permaculturelle de l'agriculture durable, elle s'est un peu élargie au niveau de la culture, au niveau de la permanence, mais aussi de la durabilité dans le temps. La pollution due aux déchets de l'agriculture industrielle, qu'on pense aux produits chimiques ou encore aux emballages, puis au système de transport avec l'essence fossile, est remis en question par plusieurs citoyens et gouvernements. Il semble de plus en plus logique d'acheter des aliments locaux, sans tout cet suremballage-là qu'on retrouve, là, cultivés avec l'énergie renouvelable et propre, pensant à notre hydroélectricité qu'on a ici au Québec, ou encore de les cultiver soi-même en respectant la nature et les principes de la permaculture et ceux d'un mode de vie durable. C'est un petit peu mon principe que je vous ai présenté au début. Plusieurs citoyens, tant en ville qu'en banlieue, appliquent ces principes de durabilité, donc je ne suis pas toute seule, en cultivant leur potager à l'extérieur, voire même à l'intérieur l'hiver, en compostant leurs résidus pour fabriquer leur propre engrais, en réutilisant des rebuts de l'industrialisation pour partir les semis et même les identifier au jardin, en récoltant leurs semences pour l'année suivante, en paillant les allées du jardin aussi de branches, de bois, de feuilles, de coupures de gazon afin d'alimenter le sol. Donc, c'est rien de nouveau, là. On va regarder ensemble au niveau des prochaines vidéos de la baie de carotte, justement des éléments qui sont basés sur ces principes-là de la permaculture, comme le compostage qu'on peut faire avec tout ce qu'on a à la maison. Oui, les villes d'ici 2022 sont dans l'obligation d'avoir un bac brun en avant, mais pourquoi leur donner les bonnes choses qu'on pourrait utiliser au jardin? Non, comme tout ce qui est restant de cuisine, sauf la viande, le gras, les huiles, et on va voir certains éléments ensemble, la coupe de gazon qu'on peut utiliser, les feuilles mortes, la cendre de bois dans notre compost. On n'aura plus à en acheter. C'est merveilleux. Le vermicompostage aussi, on va le voir comme projet qu'on peut faire à la maison. Donc, c'est les vers de terre qui décomposent le tout et qui nous donnent un engrais là, fantastique. On va voir la composition ensemble. Le paillage au jardin qui permet de limiter l'utilisation de l'eau. Puis, on va voir aussi d'autres principes et d'autres éléments là, liés à la permaculture qu'on peut faire ensemble. Donc, j'espère que cette vidéo, cette brève présentation des grands principes de la permaculture vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la baie de carotte et de nous suivre aussi sur Instagram et Facebook. Donc, on se revoit bientôt avec des capsules pour les enfants vu que la relâche approche et les grands thèmes liés à la permaculture.